Au sommaire, confiture et pâte à tartiner, croissant, beurre, notre petit déjeuner décrypté par la science. La confiture est une recette simple à faire à la maison, à condition d'y ajouter un ingrédient aux propriétés étonnantes. De quoi s'agit-il? Autre gourmandise, la pâte à tartiner. Comment obtient-on cette pâte si onctueuse? Vous allez voir que dans nos marmites, il se produit parfois de surprenantes réactions physiques et chimiques. Le croissant est la star de nos viennoiseries. D'où lui vient cette mie aérienne? Sa forme roulée en demi-lune est-elle simplement esthétique ou joue-t-elle un rôle à la cuisson? Pour le découvrir, Max s'est mis au fourneau. Comme quoi, la viennoiserie, là encore, c'est de la science. Tout à fait. Êtes-vous plutôt beurre ou margarine? Qu'est-ce qui différencie ces deux matières grasses? Comment sont-elles fabriquées? On dit souvent que la margarine est meilleure pour notre santé. Qu'en pensent les nutritionnistes? Les secrets scientifiques de notre petit déjeuner, c'est maintenant dans E = M6. Bonsoir, ce soir, E = M6 fête ses 27 ans avec, vous le voyez, un nouveau décor et je profite de l'occasion pour vous remercier pour votre fidélité. Bien, confiture et pâte à tartiner sont les deux gourmandises incontournables du petit déjeuner. Mais ces deux produits simples en apparence cachent bien des secrets. Comment un fruit comme la framboise ou l'orange peut-il se transformer en cette substance mi-solide, mi-liquide qu'est la confiture? Savez-vous que nous sommes les plus gros consommateurs au monde de pâte à tartiner? À quoi son onctuosité incroyable est-elle due? Toutes les deux, confiture et pâte à tartiner, contiennent beaucoup de sucre. Alors peut-on en manger tous les jours? Qu'en disent les nutritionnistes? Pour répondre à ces questions, nous avons fabriqué de la confiture et de la pâte à tartiner sous l'œil des scientifiques. Reportage de Céline Fatou. Au petit déjeuner, les plus gourmands d'entre nous n'imaginent pas se passer de confiture ou de pâte à tartiner. En région parisienne, dans la famille Angelopoulos, le matin, il y en a toujours sur la table. Deux incontournables que Virginie achète pour ses petits gourmands, Eden, 6 ans, et Evans, 9 ans. Eden aime beaucoup la pâte à tartiner, c'est vraiment sa préférence. Et Evan, c'est plus confiture. Intéressons-nous tout d'abord à la confiture. Comment transforme-t-on un fruit en cette texture si particulière de gel qui n'est ni liquide ni solide? Direction Rungis, en région parisienne. Stéphane Perrotte, ancien champion du monde de confiture, va tout d'abord nous donner sa recette. Donc la recette de la confiture, c'est simple. Effectivement, il vous faut à peu près 600-700 grammes de sucre, 250 grammes d'eau et un demi-citron. Après avoir fait bouillir le sucre, l'eau et le citron, il faut maintenant ajouter les fruits. Notre confiturier a choisi des framboises. On va pas trop les mélanger pour pas les casser parce que la framboise c'est fragile. On voit que le sirop commence à enrober les fruits et maintenant on va reporter à ébullition et on comptera à peu près 15 à 18 minutes de cuisson. Et regardez, en à peine quelques minutes, le mélange plutôt liquide change de texture. On s'aperçoit que la gélification est en train déjà de se mettre en place. Vous voyez? Ça veut dire que sans aucun ajout de produit ou quoi que ce soit, juste en travaillant sur le naturel des fruits, on a obtenu une jolie gélification. Le secret de cette transformation, c'est le citron. Car si vous faites la recette uniquement avec de l'eau, des fruits et du sucre, la confiture reste liquide. Mais qu'y a-t-il donc de si particulier dans le citron? C'est ce que les enfants vont découvrir avec Christophe Lavelle, chimiste moléculaire. Bonjour Christophe. Bonjour les enfants. La recette qu'il a choisie a de quoi surprendre. Ça me plaît ça. Ça s'appelle un potimarron. Et oui, on peut faire de la confiture avec tous les types de fruits, mais aussi avec des légumes, comme du potimarron. C'est parti. Quand est-ce qu'on va faire du jus de citron? Je trouve qu'avec le potimarron, l'orange ça irait mieux. Donc je vais rajouter non pas du citron mais une orange. Mais c'est presque pareil. Comme tu vois quand on coupe une orange, il y a toute cette partie blanche là. Et bien ça, dedans, il y a beaucoup de pectine. Le voilà le secret. Le citron, mais aussi l'orange, contiennent de la pectine. Une protéine qui a un pouvoir étonnant. Démonstration. Si l'on prend de la poudre de pectine et qu'on la verse dans de l'eau,
Regardez ce qu'il se passe. Les molécules qu'on a mis dedans, comme les pectines, eh ben elles commencent à empêcher l'eau de couler. Plus on en met, plus ça va devenir visqueux. La pectine gélifie les liquides. Il y a un truc de On dirait de la farine. Mais la pectine du citron, ou ici de l'orange, n'est pas le seul secret de notre confiture. Christophe, Oui. pourquoi ta casserole, elle brille? Pourquoi est-ce qu'elle brille? Elle brille, c'est pas comme de l'or, c'est de l'or orange. Alors ça brille comme du cuivre en fait, c'est du cuivre. Aujourd'hui, l'intérieur de nos casseroles en cuivre est toujours recouvert d'étain. Mais rappelez-vous, notre confiturier utilise une marmite totalement en cuivre, comme le faisaient nos grands-mères. Il se produit alors une réaction chimique. Il y a un tout petit peu de cuivre qui aide la confiture à prendre. Je vais utiliser une autre molécule mais qui est comme le cuivre, ce qu'on appelle du calcium. Le calcium, tout comme le cuivre, libère des ions, c'est-à-dire des atomes chargés électriquement. Alors là, on a, comme les pectines dans les fruits, là on a le calcium, et si je mélange les deux, ça favorise ça. L'eau s'est gélifiée, exactement comme notre confiture. Ah, on dirait du slime. Ben, on dirait du slime, ouais. La marmite de cuivre n'est donc pas qu'une tradition. Sans le savoir, nos grands-mères faisaient de la chimie pour nous préparer de succulentes confitures. Le problème, c'est que la confiture contient une quantité très importante de sucre. Il représente près de la moitié des ingrédients. Alors, peut-on en manger tous les jours? Pour Alexandra Dalu, nutritionniste, la réponse est oui, mais à une condition. Si vous consommez de la confiture au sein d'un petit déjeuner complet, avec par exemple des céréales complètes ou du pain complet, des corps gras comme des noix, des amandes, à ce moment-là, le sucre va être pris dans le bol alimentaire et le sucre va arriver moins vite dans l'organisme et on n'aura pas ce fameux pic de glycémie et l'envie de remanger pour tenir le coup ou pour s'apaiser. La confiture a donc toute sa place sur la table du petit déjeuner, à condition bien sûr de ne pas vider le pot sur sa tartine. Depuis les années 1950, elle a toutefois un sérieux challenger, la pâte à tartiner. En France, nous sommes les plus gros consommateurs au monde. Moi, ce que je préfère, c'est la pâte à tartiner. Mais au fait, comment est-elle fabriquée? Prenons un pot de pâte industrielle et regardons ce qu'il y a dedans. Donc il y a du sucre, à l'huile, ça veut dire que ça va être du gras. Il y a des noisettes, il y a du cacao maigre, il y a du lait écrémé en poudre. Et il y a un émulsifiant. Alors on nous dit ce que c'est l'émulsifiant, on nous dit que c'est de la lécithine de soja. Pour comprendre comment, avec tous ces ingrédients, on obtient une pâte onctueuse, rien de plus simple. On va se faire une pâte à tartiner maison. Pour une recette facile, notre spécialiste prend une plaquette de chocolat au lait dans laquelle il y a déjà tous nos ingrédients de base. Du cacao, du lait en poudre et un émulsifiant. Une fois le chocolat fondu, il faut ajouter les noisettes et de la matière grasse. Vous voyez, la matière grasse, elle peut être liquide ou elle peut être solide. Ça dépend de la température. Dans notre recette, nous utiliserons de l'huile de noix liquide et de l'huile de coco désodorisée, c'est-à-dire sans goût et sans odeur. Cette huile a la propriété d'être toujours solide à température ambiante. Cette matière grasse, en la faisant chauffer, elle va être liquide. On va faire notre préparation, puis on va laisser refroidir. Et quand ça sera refroidi, ça va redevenir solide. Un mélange d'huile liquide et solide, voilà le secret de l'onctuosité de la pâte à tartiner. Mais pour obtenir un mélange homogène entre ces matières grasses et le reste des ingrédients, il faut obligatoirement un émulsifiant. Dans notre recette, souvenez-vous, notre plaquette de chocolat en contient déjà. C'est de la lécithine de soja, comme dans la pâte industrielle. Et voilà à quoi elle sert. Donc une émulsion, c'est du gras, et c'est du gras en fait avec des choses qui ne veulent pas se mélanger. Par exemple, j'aurai de l'eau, là j'aurai du gras, ensemble ils se repoussent. Et si je rajoute des pousses, c'est des émulsifiants, c'est la lécithine, la lécithine elle va faire ça, et du coup l'eau elle est accrochée au gras. Il est temps de goûter notre pâte à tartiner maison. Elle est délicieuse. Alors ça me fait plaisir. Effectivement, c'est délicieux. Mais attention, si, comme la confiture, la pâte à tartiner contient beaucoup de sucre, elle comporte en plus une quantité très importante de matière grasse. Donc, elle est à consommer occasionnellement et en suivant les conseils de notre spécialiste.
Il y a une bonne astuce pour se permettre de continuer d'être gourmand finalement, c'est d'avoir des fibres dans son alimentation. Les fibres, il y en a par exemple dans le pain complet. D'un point de vue simplement mécanique, la fibre va créer une espèce de bol, de micelle, d'enveloppe autour du mauvais gras et du sucre et va diminuer, en tout cas ralentir l'absorption de ce sucre et de ce gras dans le sang et donc dans l'organisme. Vous savez maintenant que la confiture est une recette très simple dont la réussite repose sur la pectine apportée par le citron ou l'orange. Et que pour faire une pâte à tartiner, il faut utiliser un mélange d'huile liquide et solide ainsi qu'un émulsifiant. C'est bien la preuve que cuisiner, c'est une affaire de chimie. Hugues et M6, d'autres produits du petit déjeuner sous l'œil de la science dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Qui n'a jamais craqué devant un bon croissant? Fabrication de la pâte, forme en demi-lune, cuisson. Vous allez constater qu'à chaque étape, il se produit une réaction que Mac et nos spécialistes vont décrypter. Comme quoi, la viennoiserie, là encore, c'est de la science. Tout à fait. Nous vous parlerons aussi du beurre et de la margarine, indissociables de nos tartines. Comment sont-ils fabriqués? Y en a-t-il un meilleur que l'autre pour notre santé et notre ligne? Tests et réponses dans quelques instants. Hugues et M6, deuxième partie, de retour dans notre nouveau décor. Croustillant et aéré, le croissant, c'est pour beaucoup d'entre nous le plaisir du dimanche matin et c'est une des fiertés de la boulangerie française. Car vous allez voir qu'il a fallu beaucoup de techniques pour mettre au point cette viennoiserie si délicate. Pour le comprendre, j'ai tenté de fabriquer moi-même des croissants avec l'aide d'un scientifique. Vous allez découvrir qu'un croissant réussi met en jeu une addition de phénomènes physiques et chimiques étonnants. Reportage de Morgane Champaumier et Marine Séan. 6 Français sur 10 en mangent régulièrement. C'est le croissant. Mais comment le fabrique-t-on? D'où vient ce moelleux incomparable? E=M6 vous fait découvrir les surprenantes réactions physiques et chimiques qui font le succès du croissant. Dylan, 10 ans, et Raphaël, 5 ans, ne résistent jamais devant un bon croissant. C'est trop bon. Le croissant, ça croustille, mais dans la bouche, c'est tellement moelleux que c'est super bon. À votre avis, comment le fabrique-t-on? On a mis la pâte, comme si on l'avait découpée un peu, et on avait fait une spirale avec, et à l'intérieur, on avait mis de la mie. En effet, on utilise de la pâte feuilletée. Pour le reste, suivons Mac Lesguy à l'université Unilassal de Beauvais. Grâce à François Buche, enseignant-chercheur, nous allons tout savoir sur la science du croissant. Bonjour François. Bonjour Mac. François, j'aimerais comprendre ce qui rend un croissant aussi léger aérien. Et pour ça, j'ai amené de la pâte feuilletée. Ah, parce que vous voulez faire des croissants avec cette pâte feuilletée-là? Bah oui, les croissants, c'est la pâte feuilletée. Oui, c'est vrai. On n'a qu'à faire le test. Aussitôt dit, Max se met au fourneau. C'est pas beau ce mini croissant. Il est super. Hop, voilà. Et 15 minutes plus tard, Bon. Bah c'est la déception. Pourquoi est-ce que j'obtiens ce croissant tout raplapla alors que, avec, je crois, la même pâte, les boulangers obtiennent un gros croissant comme celui-ci? Alors Mac, effectivement, le croissant est bien fabriqué avec de la pâte feuilletée. On est d'accord. Mais il y a un petit ingrédient qui a un énorme effet sur la fabrication du croissant, c'est la levure. Et la levure de boulanger. cette levure est différente de la levure chimique que nous utilisons à la maison. C'est un micro-organisme qui va consommer les nutriments présents dans la farine au cours d'une fermentation et qui va produire du dioxyde de carbone. Et c'est ça qui fait lever ma pâte. Regardez, en 1 heure, notre pâte a doublé de volume grâce au dioxyde de carbone. Ce gaz fait gonfler la pâte et permet au croissant d'avoir un plus beau volume quand on a un croissant fait par un boulanger. Et quand on regarde le vôtre, on voit bien que l'absence de levure empêche le croissant de bien se développer. C'est le seul secret du croissant? Il y en a un deuxième, c'est tout le savoir-faire du boulanger et je vais vous montrer comment on fait. Avec plaisir. Et oui, la levure ne fait pas tout. Il y a aussi le beurre. Mais avant d'être incorporé à la pâte,
étape essentielle, il doit être modelé en une fine couche. Et pour ça, un seul moyen, on le tape. On le met au milieu? On le met au milieu. Oh là la Tout à vache! fait. Attention! Mac, là, il faut replier le bord de pâte sur la moitié de sa longueur. Ouais. Et on va faire la même chose avec le second bord de pâte. Le beurre est maintenant emprisonné dans la couche de pâte. On replie plusieurs fois cet assemblage sur lui-même pour former 16 couches de beurre et 17 couches de pâte. C'est ce qu'on appelle le feuilletage. Mais pourquoi est-ce qu'on prend autant de soin à alterner comme ça les couches de pâte et les couches de beurre? Alors, le feuilletage participe au gain de volume de la pâte quand elle va cuire. Parce que les couches de beurre Oui. vont permettre de retenir la vapeur d'eau qui sera émise pendant la cuisson. Et donc, vu que cette vapeur d'eau elle est retenue dans la pâte va gonfler, va gonfler, va gonfler et va donner du volume au croissant, en plus de la levure. Et oui, le beurre c'est du gras et la vapeur de l'eau. Nous l'avons vu avec la pâte à tartiner, les deux ne peuvent pas se mélanger. La vapeur est donc piégée entre le beurre et la pâte. Résultat, le croissant gonfle. Et pour qu'il gonfle bien, on roule la pâte et on lui donne sa forme en demi-lune. Une forme qui, vous allez le voir, n'est pas anodine. Raphaël et Dylan vont en faire l'expérience à Brunoy dans l'atelier de Kevin Lehénance, pâtissier. Bonjour Kevin. Bonjour les enfants. On aimerait bien faire des croissants avec des formes rigolotes. Ok, bah allons-y, hein, c'est parti. D'accord. Donc voici la pâte à croissant. Cette pâte, c'est la même que celle que Mac vient de confectionner avec notre scientifique. Donc maintenant les enfants, vous voulez faire quelle forme? Un bonhomme. Des ronds pour la tête, des triangles pour les pattes, et on enfourne. Ok, c'est parti. Donc voici mon croissant. Mais Rafi, c'est rigolo, mais ça ressemble pas à un croissant. Ah, par contre, ça a le même goût. Pourquoi les créations de nos apprentis pâtissiers n'ont-elles pas gonflé comme des croissants? Retour à Unis-la-Salle avec François Buche. Si je découpe ma pâte n'importe comment, c'est l'étanchéité qui va être altérée. Si l'étanchéité est altérée, je vais avoir des fuites de vapeur d'eau et des fuites de gaz de fermentation et le produit lèvera pas du tout ou très peu. Si les croissants de Dylan et Raphaël n'ont pas gonflé, c'est parce que tout le gaz de fermentation et la vapeur d'eau se sont échappés sur les côtés. Tandis que dans un croissant normal, comme celui qu'a réalisé Mac, ils sont emprisonnés dans la pâte roulée sur elle-même en demi-lune. Donc on a un vrai phénomène physico-chimique avec l'effet du beurre et l'effet de la levure. On va vraiment maximiser le gonflement et donc la légèreté de notre croissant. Comme quoi, la viennoiserie, là encore, c'est de la science. Tout à fait. À la boulangerie, on a souvent le choix entre croissant au beurre et croissant ordinaire. Quelle est la différence? Le croissant au beurre, il est fait avec plus de cœur peut-être, ou il est plus doré, plus cuit. Il doit y avoir plus de beurre dans le croissant au beurre que dans le croissant ordinaire. La différence, c'est que le croissant au beurre, c'est fait avec du beurre et l'autre a été fait avec de la margarine. Bonne réponse. Dans le croissant ordinaire, on va utiliser de la margarine. C'est donc de la matière grasse issue des huiles végétales. Donc la margarine va également jouer le rôle d'étanchéité et donc la levée de la pâte est exactement la même que le beurre, c'est uniquement le goût qui change. Vous pensez tous que le croissant à base de margarine fait moins grossir? Eh bien la réponse de Florence Foucault, diététicienne, risque de vous étonner. Le croissant beurre apporte 424 kilocalories, alors que le croissant ordinaire apporte un tout petit peu plus, à savoir 433 kilocalories. Donc 23 grammes de lipides pour le croissant beurre contre 26 grammes de lipides pour le croissant ordinaire. Eh oui, le croissant ordinaire contient un peu plus de matière grasse que le croissant au beurre. Dans les deux cas, sachez que 100 grammes de croissant apportent autant de calories que 100 grammes de rillettes. La petite astuce, ça va être de consommer des mini-viennoiseries, en l'occurrence des mini-croissants. Sachant que 2 mini-croissants permettent d'apporter le plaisir, le goût, avec 2 fois moins de calories qu'un croissant beurre. Vous l'avez vu, le secret d'un croissant aérien repose sur l'action des micro-organismes présents dans la levure, la façon d'insérer le beurre dans la pâte
et sa forme. Autrement dit, une combinaison de réactions physiques et chimiques. Que mettez-vous sur vos tartines? Du beurre ou de la margarine? En quoi ces deux produits, plébiscités par les Français, sont-ils différents? Comment se fait-il que le beurre durcisse quand on le refroidit et pas la margarine? On dit que celle-ci est meilleure pour la santé que le beurre. Est-ce vraiment le cas? Nous avons posé ces questions à des scientifiques et nous sommes allés découvrir comment on les fabriquait. Reportage de Marion Lecomte-Guérineau. Le beurre et la margarine sont les matières grasses préférées des Français. Nous consommons en moyenne 8 kg de beurre par an contre 3 kg de margarine. Et ça, par personne. Différence de goût, fabrication, impact sur notre santé, vous allez tout savoir sur la science du beurre et de la margarine. Direction la ferme de Saint-Corentin et sa crèmerie en région parisienne, où Michael Durand, producteur de beurre, attend Loris et Axel. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors aujourd'hui, on va fabriquer du beurre. Est-ce que vous savez comment on fabrique le beurre? Avec du lait et des œufs? Alors il n'y a pas d'œufs, Avec les vaches? mais il y a du lait. Du beurre, c'est de l'eau et surtout du lait. Pour commencer, il nous faut donc des vaches. Vous venez les enfants, on va traire les vaches? Oh, trop bien! Allez, venez. Alors, qui c'est qui veut traire? Moi? Tu veux traire? Alors vas-y. Un par un. Hop, et regarde le lait. On voit qu'il arrive là-dedans. Waouh! Ça va où le lait? Alors le lait, il part dans les tuyaux, il arrive dans la cuve de la fromagerie. Et on va y aller, on va voir tout de suite, à partir du lait, comment on va faire le beurre. Suivons les tuyaux. Direction la crèmerie. Allez les enfants, on nettoie ces boîtes, on trempe ses pieds dans le pédiluve. Vous voyez les enfants, le tuyau il arrive ici, et le lait il arrive tout de suite dans la cuve, directement. Oh, je peux aller voir. Bah vas-y, monte, regarde. Il y a combien de litres là-dedans? Il y a 100 litres de lait cru. On peut faire beaucoup de beurre. Et ben finalement, pas tant que ça. En effet, il faut 10 litres de lait pour obtenir l'équivalent de seulement 500 grammes de beurre. C'est parti les enfants, on ouvre la vanne? Ouais! Allez, go! Cette étape est importante. L'écrémeuse que vous voyez là va séparer le lait de la matière grasse, la crème. Et avec la crème, on va aller faire notre beurre. La crème va maintenant devoir reposer à l'air libre. Et c'est là que durant 24 heures, elle va se modifier sous l'influence de ferments lactiques. Mais c'est quoi des ferments lactiques? Alors les ferments lactiques, c'est des espèces de petites bactéries vivantes. C'est ce qui va rendre la crème acide afin de donner un bon goût au beurre. Là, nous avons le goût, mais nous n'avons pas encore la consistance. Pour l'obtenir, il va falloir battre cette crème jaune. Vous savez ce que c'est une baratte? Non. Donc c'est une machine qui tourne très vite. Avec les pales, ça permet de fouetter la crème. Allez, on y va. Tout se passe dans cette machine incroyable. Grâce à cette action mécanique, au bout de quelques minutes, des grains de beurre se forment à la surface de la crème. Et 8 minutes plus tard, on obtient un beurre bien compact. Mais que s'est-il passé durant ces 8 minutes? Direction AgroParisTech où Hervé Tisse, chimiste, nous répond. Pour faire du beurre, on part de la crème. On va essayer de regarder au microscope. La crème, c'est essentiellement de l'eau. Hein. Dedans, il y a des gouttelettes de matière grasse. Et autour, il y a une espèce de peau avec des protéines en particulier. Comme nous l'avons déjà vu, en temps normal, l'eau et le gras ne se mélangent pas. Mais dans la crème, les protéines présentes dans le lait jouent le rôle d'émulsifiant. Voilà pourquoi les gouttes de gras se mélangent à l'eau et forment une pâte homogène, la crème. Mais quand on agite ce mélange dans la baratte, la structure de la crème se modifie. Les fameuses protéines du lait empêchent les gouttelettes de gras de remonter à la surface. Et voici ce qu'elles font. Quand on bat comme ça, les gouttelettes de gras fusionnent les unes avec les autres et ça fait comme un réseau. Les gouttes de gras se collent entre elles. Et en fin de barattage, on obtient une structure inverse de la précédente. Des gouttes d'eau piégées dans du gras. Au final, le beurre, c'est 16% d'eau, 80% de matière grasse et 4% de protéines. Le problème avec lui, c'est qu'il est parfois difficile à tartiner. Mais les fabricants ont trouvé une solution, ajouter de l'eau. L'eau qu'on introduit dans le beurre rend le beurre plus étalable.
Des beurres enrichis en eau, il y en a dans vos supermarchés. Une autre astuce, c'est de sortir votre beurre 24 heures à l'avance. La chaleur va ainsi détendre le réseau de molécules. Si nous aimons presque tous le beurre, on dit aussi que ce n'est pas l'allié idéal de notre santé. Alors vrai ou faux? Patrick Serog, nutritionniste, nous répond. Dans le beurre, il y a du bon parce qu'il y a des vitamines. Donc il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine D et de la vitamine E. La vitamine A est essentielle pour nos yeux et notre peau. La vitamine D, sa première fonction est de favoriser l'absorption du calcium par l'intestin, la fixation de ce calcium sur l'os. C'est ce qui rend nos os plus forts. Enfin, la vitamine E est un antioxydant. Pour bénéficier des propriétés de ces vitamines, il est conseillé de consommer le beurre à froid. Il y a toutefois un ingrédient qui pose problème dans le beurre, c'est le gras. Il contient du cholestérol qui s'ajoute à celui que fabrique naturellement notre organisme. Si on fabrique trop de cholestérol, on n'aura pas assez de garage dans les cellules pour déposer notre cholestérol. Et dans ce cas-là, comme des camions qui ne sauraient pas quoi faire de leur cholestérol, ils vont se déverser dans la rue, c'est-à-dire dans l'artère. Et les artères vont s'encrasser. Pour n'en garder que les bénéfices, la dose recommandée est de 10 à 15 grammes par jour de beurre, soit l'équivalent d'une cuillerée. Certains ont décidé d'arrêter le beurre pour la margarine. C'est moins gras que le beurre. Moi, je pense que c'est la margarine qui est meilleure pour la santé parce qu'il n'y a pas de cholestérol dedans. La margarine est un beurre dont la matière première n'est plus le lait, mais des huiles végétales comme l'huile de tournesol ou de colza. Elle est inventée en 1869 par un Français, Hippolyte Mejmouriès. Et depuis 30 ans, elle fait un comeback fracassant. Retour à AgroParisTech. Pour la fabriquer, c'est le même procédé que pour le beurre. On mélange de l'eau et de l'huile. Mais souvenez-vous, ça ne marche pas, à moins d'utiliser une huile légèrement modifiée. On a utilisé de l'huile qu'on a transformée pour faire une matière grasse plus solide, comme celle du beurre. Et c'est ça qui s'appelle les graisses hydrogénées. Grâce à un procédé industriel, on ajoute de l'hydrogène aux molécules de gras. C'est ce qui leur permet de construire un réseau compact et d'emprisonner l'eau. Comme les protéines du lait le font dans la fabrication du beurre. Et si la margarine reste tendre, c'est parce qu'elle contient aussi des huiles qui ne durcissent pas au réfrigérateur. Mais est-elle meilleure que le beurre pour notre santé? Réponse du docteur Corinne Chiche-Portiche-Ayache. On a coutume effectivement de penser que la margarine fait moins grossir que le beurre et moins riche. Mais en fait, quand on regarde en nombre de calories, c'est tout à fait équivalent. Bien entendu que la margarine qui a été fabriquée à partir des huiles végétales est aussi très riche en matières grasses. Et donc, consommer en trop grosse quantité, ça contribue à une prise de poids. Et qu'en est-il du cholestérol? Dans les huiles végétales, il n'y a pas de cholestérol. Donc on va retrouver du cholestérol dans le beurre et non pas dans les margarines. Donc si vous avez des problèmes cardiaques, il peut être conseillé de remplacer le beurre par de la margarine. D'autant plus que très souvent, les fabricants lui ajoutent des oméga 3. Beurre ou margarine, ils ont en commun des corps gras et de l'eau qui se mélangent grâce à des protéines de lait ou des huiles végétales transformées pour la margarine. Et tous les deux sont à consommer avec modération sur vos tartines. Pas plus de 15 grammes par jour. Hugues et M6, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Très bonne soirée sur M6. Au revoir.